Bonjour et bienvenue sur Discret, le podcast où nous plongeons dans des vies et des récits atypiques et fascinants. Ici, vous découvrirez des histoires uniques et souvent méconnues. S'ils le souhaitent, les invités peuvent garder leur anonymat. Chaque épisode est une immersion dans un parcours de vie singulier, une invitation à explorer les chemins les moins fréquentés et les expériences qui façonnent les êtres humains. Aujourd'hui, pour notre premier épisode, nous avons l'honneur d'accueillir un ancien militaire français ayant servi pour les légions étrangères et qui avait eu l'audacieuse idée de s'engager aussi pour aller combattre en Ukraine. Il partage avec nous son parcours, sa vision des choses, les raisons de ses engagements et son regard sur la situation actuelle en France. Nous discuterons aussi de son opinion sur différents sujets. Merci à tous et à toutes d'écouter ce podcast. Bonne écoute. Bonjour Yann. Bonjour. Ça va? Ouais, nickel. Motivé ou pas? Ouais. Donc, comme l'a dit l'introduction, tu es un ancien militaire français et tu es parti combattre en Ukraine aussi. Donc, on va parler de tout ça. Je vais te laisser te présenter pour commencer. Après, d'où tu viens? Moi, c'est Yann, hein, j'ai 23 ans, je suis originaire de Bretagne. Globalement, parcours assez simple au début. J'ai fait un bac littérature et à l'issue, je suis parti à la Légion étrangère. Et j'ai servi pendant 2 ans et demi et j'ai retenté la vie civile. Après, on va dire, une certaine période, je me suis décidé à partir en Ukraine pour combattre les Russes et je suis resté 5 mois et donc je suis revenu en Bretagne et voilà, je peux raconter Ton parcours et Ouais, tout ça. exactement. On va Ouais. commencer du coup par parler un peu de ton engagement dans l'armée française. Mhm. Qu'est-ce qui t'a poussé à aller dans l'armée française? Pourquoi la Légion aussi? Globalement, voilà, le métier des armes quand j'étais plus jeune m'intéressait pas forcément parce que j'étais pas quelqu'un qui était très belliqueux, on va dire, j'étais pas quelqu'un qui était combattant. Moi, je me voyais plus comme un intellectuel, que je n'étais pas, hein, mais je me voyais faire psychologue. Et, euh, je me rappelais de mon frère voilà, qui s'intéressait au métier de l'armée, on regardait sur Internet, et puis j'avais lu un poste d'officier psychologue dans l'armée de terre. Je me dis, oh bah tiens, ça m'a intéressé, je suis parti dans un CIRFA. Et à l'issue de mon premier rendez-vous, j'ai fait une période militaire. Une période militaire dans un régiment, entre guillemets, voilà, de la brigade renseignement, donc, qui était dans les drones, donc 61e régiment d'artillerie. Et en fait, ce qui m'avait intéressé, c'était pas forcément les trucs technologiques, techniques, de spécialistes, mais en fait, ce qui m'avait intéressé, c'était le terrain. Voilà, je voyais des armes, les positions de combat, etc. Ça m'avait intéressé, la rusticité. Et c'est aussi une petite période où je commençais vraiment à me rentrer dans le sport. Donc globalement, je m'étais fixé l'idée que j'allais faire de l'infanterie. Voilà, je voulais faire de l'infanterie. Euh, j'ai voulu m'engager en qualité de sous-officier, chef de groupe d'infanterie. Le problème, c'est que ça ne s'est pas fait parce qu'au niveau, il y a eu une enquête, comme ça, une enquête de moralité ou quelque chose dans le genre. En fait, on est classé entre vert, jaune et rouge. Vert, jaune et rouge. Vert, orange, rouge. Et moi, j'avais été classé orange. Alors, j'ai jamais su pourquoi, mais bon, je me doute que c'était peut-être aussi parce que j'avais eu des fréquentations dans ma jeunesse qui n'étaient pas, bon, voilà, qui étaient pas politiquement correctes. Bon, voilà, des fois, quand on est jeune, on fait des conneries. Et ils avaient dû un petit peu se renseigner. Bon, bah voilà, ça m'a causé du tort. Le truc, c'est que mon recruteur, bon voilà, il m'avait dit, bah écoute, tu peux pas faire l'armée. Par contre, voilà, il y a un sous-off là-bas dans l'autre pièce qui, lui, il a fait la Légion étrangère, qui avait été un peu dans la même situation. Et il m'avait dit, bah c'est cela, tu pourras faire l'armée. Donc je me suis renseigné, je suis parti le voir, j'ai expliqué ma situation, j'ai expliqué un petit peu, bon, voilà, mon parcours. Il me dit, bon, voilà, tes petites histoires, c'est du pipi de chat pour nous, t'inquiète pas, va à la Légion. C'est ce que j'ai fait, hein, j'ai pas réfléchi plus que ça. J'ai dit, bon, allez, j'ai pris 3-4 jours pour me préparer mes proches euh, au fait que j'allais à la Légion. Et puis voilà, j'ai sauté le pas, quoi. Pas cherché à trop réfléchir à la chose. Et ensuite, a commencé le processus. Donc, globalement,
Je suis rentré dans la Légion, et c'est vrai que c'était un peu la douche froide parce que c'était quelque chose dont je m'étais pas préparé, et même tu peux regarder tous les reportages que tu veux, ça n'a rien à voir avec la réalité. Des fois c'est pire que dans les reportages, et des fois c'est beaucoup plus tranquille en fait, ça dépend en fait. Ouais, l'image un peu des médias à travers la Légion qu'on idéalise, des fois on a du mal à s'imaginer ce qui se passe vraiment là-bas. Bah, c'est vrai que forcément quand on voit la Légion, on pense Guyane, donc on pense Guyane, on pense voilà, la jungle, où on pense vraiment les mecs complètement tarés qui ont, je sais pas moi, euh, tué tout le monde avant et qui voilà, semblaient tous des repris de justice. C'est absolument faux, hein, parce que on a tout hein, dans la Légion, on a des anciens avocats, je connaissais même un Moldave, il était danseuse étoile dans son pays, donc en fait, globalement, c'est un melting pot en fait où tu as vraiment de tous les profils. Alors, il y en a quelques-uns hein, qui avaient des problèmes de justice, mais globalement, ça reste toujours minime en fait, petit vol de voiture, crédit impayé, enfin bon, voilà, c'est des trucs voilà, qui sont Des choses qui vraiment... peuvent se passer dans l'adolescence, Ouais, il n'y a pas de exactement. criminel de guerre, on peut pas faire ça. Exactement, ouais, non, il y en a vraiment pas. Peut-être fut un temps à la Légion, il y a très longtemps, mais maintenant on fait très attention au niveau de la sécurité. Et voilà, donc j'ai suivi mes classes de légionnaire. Et à l'issue, voilà, j'ai été envoyé en régiment d'infanterie, donc j'ai été envoyé 13e demi-brigade de Légion étrangère dans le Larzac, où là je suivi une formation FTS infanterie, et globalement ensuite s'en est suivi bon, bah, voilà, des terrains comme tout personnel d'infanterie va faire, hein, le sans tag, le sans vue, donc combat sans entraînement en zone urbaine, euh, d'entraînement, voilà, on va dire plus dans les plaines, enfin, un peu de tout quoi. Et à l'issue je crois peut-être un an et demi, ouais, j'ai été projeté sur l'opération Barkhane, où j'ai eu l'honneur voilà, de servir pendant 2 mois au Tchad et 2 mois au Niger. Donc ça, j'ai eu de la chance, hein, parce qu'il y en a qui n'ont pas forcément cette chance de faire 2 pays en une opération. Donc voilà, j'avais fait ça. Et après, je suis revenu en France, on a continué encore un petit peu. Et j'ai eu quelques soucis, on va dire, avec ma hiérarchie par rapport à un tatouage. Je m'étais fait tatouer un tatouage sur le visage, et globalement, après ça, on m'avait envoyé faire un test, entre guillemets, de dépistage de drogue. Et bon, bah, pas de chance, j'étais positif après une soirée un peu arrosée, un week-end. Et globalement, de là, on a découlé le fait que, voilà, quoi, ma carrière était complètement niquée, je pouvais avancer avant les lustres. Donc j'ai préféré mettre un terme à ça, parce qu'en fait, ça avançait à rien. Bon, ça fait partie de mes regrets hein, de vie, je pense. J'aurais peut-être dû continuer, on va dire, voilà. Quitte à traîner un petit peu, hein, mais au moins accepter la fatalité de la chose et accepter, et puis voilà. Mais bon, c'est fait, c'est fait. Donc voilà. Après, il y a beaucoup de Français qui s'engagent comme ça dans la Légion. C'est assez rare, entre guillemets, C'est de... pas forcément rare, c'est qu'en fait, on a quelques Français. On a quelques Français, selon certains régiments, on en a même pas mal. Et d'ailleurs, anecdote intéressante, c'est qu'il y a énormément de Bretons à la Légion étrangère. Donc à la Légion étrangère, vraiment, si on va prendre 10 Français, tu auras facilement 4 ou 5 qui sont Bretons. Donc il y a vraiment un attrait même pour le métier des armes, beaucoup les Bretons, hein, on rencontre beaucoup de Bretons dans le métier des armes. Même dans la Bretagne, on serait comme une base militaire, on a comme Ouais, déjà. commando marine, ce genre de choses comme ça, qui attire aussi, qui motive les jeunes. Exactement, voilà. Et puis même le Breton, c'est un aventurier. Hein. Donc c'est quelqu'un qui va beaucoup au carton, il n'y a pas de souci pour ça. C'est une terre de marin aussi, donc Ouais, été amené à voyageurs, voyager. ouais. Donc ouvert sur le monde, donc forcément ça ne me surprend pas trop. Et puis voilà, donc on avait quelques Français, et puis même on recrute des francophones, parce qu'il faut des Français et des francophones pour apprendre le français aux autres, c'est un peu la méthode Légion. Apprendre la culture de la France aussi. Exactement, on a un francophone pour 1 à 2 étrangers pour leur apprendre la langue. Et globalement, moi c'était ça, hein, j'étais le français qui devait apprendre le français à un Finlandais et un Indien. Et tu es noté sur ça à la fin des 4 mois sur la capacité de tes 2 camarades ou un camarade à parler français. Donc si on est français, qu'on veut s'engager, on peut aussi essayer à la Légion, Ouais, pas de souci. on peut s'engager. Alors il y en a qui viennent après vraiment un échec de carrière dans l'armée régulière, ou après une connerie dans l'armée régulière, ça peut arriver. Ou même parce que tu as des Français qui considèrent que la Légion c'est une troupe d'élite et qui veulent appartenir à cette troupe d'élite, et que ça fait rêver, hein, la Légion étrangère.
et qui du coup se font étrangers. Hein. Parmi les étrangers, ils perdent certains droits et ils acquièrent des devoirs. Donc, personnellement, je trouve qu'il y a beaucoup plus de respect voilà, pour un Français qui s'engage à la Légion pour l'armée régulière parce qu'il se fait étranger parmi les étrangers euh, pour servir la France. Donc, voilà. Quoi. Ouais, donc tu arrives sous un autre statut quand tu rentres dans la Légion, Ouais, tu n'es ouais, plus ouais. considéré comme français, tu as un Déjà, autre tu statut. changes d'identité, tu ne t'appelles plus un tel, on va dire, je sais pas, Jean-Louis va s'appeler. Robert va s'engager à la Légion, il va s'appeler Roméo. Tu Voilà. gardes la première lettre par exemple. Ouais, exactement, ouais. En fait, c'est la première lettre et ton nom et ton prénom qui vont changer. Donc, Robert Daniel s'appellera Roméo Dupont. Et tu es né le 9 avril 2001, tu seras né le 10 mai 2001. Quoi. Il rajoute un mois C'est et. un mois et quelques. Ouais, ouais, un mois, un jour. Et je crois qu'à la Légion, c'est un des seuls régiments où on peut s'engager à 17 ans. Je connais ça à une époque. Alors, institution, pas régiment, mais ouais. Enfin, on peut s'engager à 17 ans et demi. Donc, pas 17 ans, c'est 17 ans et demi. Il faut un papier des parents qui autorise. Ah, d'accord. Ouais, voilà. Donc après, ça arrive, hein, on en voit quelques-uns. C'est assez rare, je pense, quand même. Ouais, c'est pas forcément commun, mais il y en a qui le font. Après, bah, franchement, moi je trouve que c'est bien. Moi je connais quelqu'un qui l'a fait et globalement il était déjà sergent à 21 ans, quoi. Donc sergent à 21 ans, la Légion, pas mal, quoi. Surtout si tu veux faire une carrière, tu peux très vite monter et arriver à un très bon grade assez jeune et c'est très bien parce que plus t'es jeune, plus t'as la patate. Parce Tu as que la motivation, l'envie d'aller loin. ouais, et puis même physiquement, il y aura un moment où tu vas pas suivre. Hein. Le mec avait 30 ans, bah forcément, se remettre dans le bain, surtout à la Légion étrangère, on va demander un très haut niveau dès le début et on n'est pas trop progressif, hein, c'est marche ou crève. Donc c'est compliqué pour ceux qui sont plus vieux de suivre la cadence. Sûr. Après, on voit que la Légion a quand même bien évolué, une meilleure image de la Légion avec ce qu'on peut voir avec le Major Gérald, par exemple. Tout ce qu'il a pu mettre comme Ouais, contenu ouais, sur. ouais, parce qu'il y a la cellule de communication de la Légion aussi qui est très performante, hein, qui arrive à mettre en avant la Légion étrangère. Et puis Major Gérald a vraiment eu un gros impact en fait, sur l'image de la Légion auprès du public, parce que la Légion, c'est quelque chose de très hermétique pour les gens, pour les civils. Et d'un coup, avec le Major Gérald, on ouvre un petit peu la Légion, on voit qu'en fait, c'est des gens qui sont pas forcément des criminels, des gens très sportifs, des gens très droits, très honnêtes. Et globalement, c'est bien parce que c'est vrai qu'en France, on a vraiment cette image du légionnaire pris de justice, le fou du village. On imagine un légionnaire, c'est un mec qui est parti en Guyane, qui a l'accent d'un pays Ouais, étranger et ouais, qui fait que gueuler, c'est lui. souvent un slave ou Cette quelque chose dans image, le je pense, genre, voilà. et qui devient un peu le fou du village. Bon, c'est faux, hein, c'est pas vrai. Alors peut-être fut un temps, hein, sociologiquement c'était peut-être vrai, mais globalement maintenant ça l'est pas. Comment dire, une grande famille à Légion. Ouais, 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 on le voit comme ça. même que tu fais que 5 ans, et bah, voilà, tu restes toujours en contact avec les gens à qui tu as servi. Et c'est une deuxième famille, quoi. Tu rentres à la Légion, tu intègres une deuxième famille, quoi. Ouais, j'avais déjà échangé avec d'autres légionnaires comme ça qui avaient fait peut-être 5-10 ans, forcément des longues carrières, mais qui se ressentaient toujours légionnaires, même dans la vie civile, et qui ont toujours des contacts avec les frères d'armes. Ouais, Même ouais, 15 ouais. ans, 20 ans après, ils sont toujours en lien avec leurs anciens frères d'armes. Il y a Bah, c'est toujours ce ça, et puis soutien même, aussi. voilà, comme on dit, légionnaire un jour, légionnaire toujours. En fait, on te formate d'une telle façon qu'en fait, tu vis Légion, tu manges Légion, tu dors Légion. Et pourtant, en fait, voilà, la Légion, c'est la vie et c'est comme ça. Donc, pour ça, c'est vrai on a une très très grosse fierté au sein de la Légion étrangère. On voit beaucoup de gens avec des tatouages avec des flammes Légion, des grosses représentations de la Légion étrangère. Les gens sont très fiers de porter le béret vert et le képi blanc. Ouais. C'est vrai que c'était intéressant, il y a des reportages qui sont sortis sur les tatouages légionnaires. Je pense, Oui, oui, je pense qu'avec vraiment. le temps, ça va être de plus en plus facile de voir des gens avec des tatouages sur la gueule. Puis même si on pousse le truc, voilà, on a des communautés en Polynésie où ils ont des tatouages tribales sur leur visage et normalement, voilà, c'est quelque chose qui est communautaire. Il n'y aurait aucune raison pour laquelle on ne pourrait pas engager la personne parce qu'elle a ce genre de tatouage. Quoi. Après, je pense que le tatouage, ça mérite un épisode à part. Tellement d'histoires, tellement de choses Oui, à bah oui, raconter oui, sur tout oui. ça. Peut-être qu'on en fera par rapport à la Légion, par Ouais. rapport à d'autres cultures. Donc, si on reprend un peu le fil conducteur, donc on a parlé un peu de passé à la Légion. Est-ce que tu auras une ou deux anecdotes à ajouter ou un dicton, par exemple, une devise que vous aviez vous à la Légion on va donner par exemple. Bon, bah oui. Peut-être une phrase, on en a beaucoup hein, à la Légion, hein, enfin, du moins Devise. des devises, mais il y en a une
pour faire le lien avec l'Ukraine, hein, c'est marche ou crève. Marche ou crève, c'est vrai que il faut avancer, quoi. C'est vraiment mais même dans la vie de tous les jours, hein. C'est pas que au combat, mais marche ou crève, parce que y a personne, hein, qui va venir t'aider, hein. Y a personne, c'est toi face à toi-même. Donc, il faut que tu continues. Alors, si souvent on me disait, voilà, si tu peux pas courir, tu marches, tu peux pas marcher, tu rampes. Ça, c'est vrai. Alors, il faut avancer, même si c'est dur. Et voilà, dans la vie de tous les jours, et même au combat, bah, il faut avancer, il faut pas stagner, il faut pas se laisser crever, qu'importe ce qui se passe, quoi. Toujours essayer de voir un peu plus loin, et c'est une devise qu'on peut appliquer entre guillemets, dans la vie aussi. Et ouais, il y a beaucoup de devises dans la Légion, hein, qui peuvent fonctionner, hein, dans la vie de tous les jours. Même l'esprit Légion, ça apporte une certaine Ouais, rusticité. C'est une bonne école. Souvent, on voit les anciens légionnaires dans la vie qui sont civils, entre guillemets. On voit qu'ils ont une façon de fonctionner, qui sont passés par cette école, cette institution, Ouais. qui ont toujours les valeurs et qui Là, toujours ouais, la référencées plupart à du leur. temps, ils sont carrés, ouais. Globalement, le travail, surtout dans le travail, en fait. Je parle pas pour moi, mais c'est vrai que quand je connais d'autres légionnaires, je leur demande de faire un travail, ce sera pas fait à moitié, quoi. Je pense que c'est même un atout sur un CV d'avoir été ancien Ouais, légionnaire pour ouais, retrouver ouais, le ouais. travail. Alors dans l'armée en général, ça peut être un atout, mais Ouais. dans la Légion étrangère, c'est vrai qu'on a même cet aspect un petit peu le travail vraiment jusqu'au bout, pas à moitié, parce qu'on fait toujours comme ça. Donc tout ce qu'on fait, c'est toujours fait bien, correctement, jusqu'au bout, vérifié. Enfin voilà, quoi. Là, c'était un peu le parcours sur la Légion. Maintenant, on va passer un peu au cœur du sujet de ce podcast, c'est l'Ukraine, du coup. Mhm. Comment tu es venu à l'idée de t'engager sur l'Ukraine? Tu as un peu expliqué un peu le côté que la Légion, où tu as été un peu déçu, entre guillemets, que tu as voulu repartir sur quelque chose d'autre. Donc, comment on arrive à s'engager pour aller combattre en Ukraine? Alors globalement, voilà, moi, le conflit en Ukraine a éclaté, j'étais encore à la Légion étrangère. Ouais, c'était ça, c'était très légèrement, peu de temps avant que je parte en projection sur l'opération Barkhane. Et ça m'avait marqué parce que c'est vrai qu'il y avait énormément d'Ukrainiens à la Légion étrangère, énormément d'Ukrainiens. Et surtout dans mon régiment, on avait beaucoup d'Ukrainiens. Et il y a eu, dès que la guerre a éclaté, c'est vrai qu'on a eu une vague immense d'Ukrainiens qui sont partis d'un coup pour aller défendre leur pays, qui ont pris l'équipement, le machin. Et voilà, c'est parti. Et une petite partie de personnes qui sont pas parties, qui sont restées justement parce que, bon, pour X raisons, hein, parce qu'il y en a qui maintenant se sentent pas vraiment concernés par cette guerre, parce qu'ils, pour eux, ils ont quitté l'Ukraine pour servir la France, et parce que voilà, ils n'avaient pas trouvé ce qu'ils voulaient en Ukraine, et leur pays, et la France leur a donné une chance, ce que je peux comprendre. Et d'autres, et la majorité c'était ça, qui sont partis pour combattre. C'est vrai que ça m'avait marqué parce que j'ai beaucoup d'amis qui sont partis, certains qui sont morts, et d'autres qui ne le sont pas, hein, qui ont été blessés, ou d'autres qui vont bien pour le moment et qui continuent de servir. Donc ça m'avait marqué, et déjà je me sentais un petit peu, comment dirais-je, concerné, parce que c'était mes amis qui partaient au combat, et puis il y a cet esprit légion, ou de camaraderie, où c'est vrai que j'ai dit, putain, mais mes camarades sont au combat, et moi j'aimerais être avec eux pour aider, mais c'est vrai que je m'étais jamais dit, bon bah on va y aller, parce que je voyais les photos, les vidéos, putain, c'est hardcore, quoi. Ça n'a rien à voir avec les combats en Afrique. Enfin, bon, voilà, quoi. Entre guillemets, c'est pas mon niveau, c'est pas notre niveau. Mais c'est le niveau de personne. La personne n'est préparée à une guerre comme ça, en fait. Donc voilà, pour revenir, ouais, bah, au début, j'étais pas du tout motivé pour y aller. J'avais quand même une envie au fond de moi que j'essayais de terrer un peu globalement. Et après quelques temps, après que j'ai quitté la Légion, que j'ai retenté la vie civile, bon, quelques péripéties, quelques déceptions, une déception amoureuse, une vie où je ne m'épanouissais pas. Remise en question peut-être aussi Ouais, de manière voilà, et puis générale. je trouvais pas de sens à ma vie. Euh, et je me sentis plus utile. Et c'est vrai que du coup, j'étais rentré un petit peu dans un cercle un peu de déprime, voire même de dépression. Et souvent, moi, c'est ce que j'avais remarqué, la dépression masculine, elle est très souvent liée au fait qu'on ne se sent pas utile. Donc, il y a beaucoup d'hommes qui rentrent en dépression parce qu'ils ne trouvent plus le sens de leur vie. L'intérêt. Et c'est pour ça que moi, beaucoup des pères voilà, dans des divorces, il y a des hommes qui font voilà, je passe à autre chose, mais des hommes qui deviennent dépressifs parce que voilà, ils ont plus leur rôle de père de famille et ils se sentent inutiles, et voilà. Donc c'est à peu près ce qui m'est passé. Moi, j'étais complètement déprimé, et je me dis putain, mais
de toute ma jeune vie, j'ai été militaire et je me sentais utile, je faisais partie d'une institution prestigieuse et j'étais très fier. Et d'ailleurs, c'était un de mes plus gros, voilà, pour ça je dis que c'était un de mes plus gros regrets d'avoir quitté l'institution. Et bon, bah voilà, après, je m'étais renseigné par rapport au fait d'aller en Ukraine. Et voilà, par le biais d'un contact, j'ai eu la possibilité d'intégrer un groupe, entre guillemets, à usage spécial, voilà, pas non conventionnel, la Légion internationale Bourg. Euh, voilà, donc c'était le groupe Omega que j'ai pu intégrer et voilà, Qui existe toujours d'ailleurs à l'heure qui actuelle, existe qui toujours, bombarde toujours hein, qui l'Ukraine. existe toujours et qui continue de briller hein, sur le front. C'est vrai qu'on voit beaucoup de guerres qui connue beaucoup par les réseaux sociaux, on voit beaucoup sur YouTube, Ouais, sur Instagram, donc, aussi bien des deux camps, que ce soit russe ou ukrainien, on voit beaucoup de médias qui passent d'informations. Des fois, c'est un peu compliqué de chercher la source, de c'est comprendre, vrai que d'essayer de c'est une comprendre. guerre qui est extrêmement informatisée et extrêmement euh, TikTokisée. Voilà. Je vais utiliser un néologisme, mais voilà, TikTokisée, c'est que on a une guerre où on exhibe beaucoup, par exemple, les faits d'armes, ou même ne serait-ce que des mecs qui, un peu, qui sont un peu cyniques ou qui prennent cette guerre un peu avec humour, en train de danser en équipement avec des armes. Alors, bon, on va dire que c'est une forme de propagande. Hein, c'est qu'on a des. Alors, les Ukrainiens sont bons. Les Ukrainiens sont très bons dans la façon de montrer cette guerre. Et les Russes sont bons aussi à leur manière, mais ils n'ont pas cet aspect très décrédibilisé, Ouais. très rigolote. C'est vraiment quelque chose de très sérieux et on voit beaucoup moins des Russes en train de jouer sur le front, etc. On voit surtout en fait quand les Russes postent quelque chose, c'est vraiment très concis. C'est voilà, on a tué ce mec-là, tac tac, on a les cadavres, on a pris des otages, enfin on a pris des prisonniers de guerre, enfin voilà, c'est très simple. Donc ouais, c'est vrai que c'est une guerre qui est extrêmement informatisée et puis bah, comme dans toutes les guerres, des propagandes hein, des deux côtés. Quoi. C'est vrai que c'est un peu une nouvelle guerre, je pense que tu peux en parler aussi, parce qu'on est, de ce qu'on voit, on tombe sous les tranchées, on tombe sur les attaques de drones, c'est des choses qu'on n'a jamais vues, je pense, auparavant. Et là, on arrive sur des guerres un peu nouvelles, mais qui font référence aussi à des guerres passées. C'est vrai On a un qu'on mélange un peu. quand on voit l'Ukraine, c'est un mélange entre la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale et les guerres modernes. La Première Guerre mondiale, on le retrouve dans le combat en tranchée. Voilà, c'est un peu une guerre d'attrition. Ouais, il y a eu des phases comme ça sur les fronts, une guerre d'attrition, celui qui a duré plus longtemps. Et en fait, on envoie des soldats pour essayer de récupérer 50 mètres, 100 mètres. Mais en fait, ça bouge pas. Ça bouge pas et on a des mêmes conditions. On a des mecs qui sont avec des rats partout, de la boue qui te vont jusqu'aux genoux, dans le froid, en train de. Voilà. Alors, globalement, c'est vrai qu'il y a eu une légère évolution quand même par rapport à la Première Guerre mondiale. Mais c'est vrai que c'est un peu le même système. Et au niveau de l'artillerie, c'est monstrueux quand on est comme la Première Guerre mondiale. Surtout du côté russe, hein, où ils ont énormément de moyens, quoi. Et oui, effectivement, hein, ça ressemble à la Première Guerre mondiale. Et Deuxième Guerre mondiale, avec cet aspect surtout mécanisé, avec tous les tanks, avec tous ces véhicules blindés, ou voilà, quoi. Et l'aviation aussi, qui plus est. Et la guerre moderne, avec l'usage de drones FPV, donc les drones kamikazes avec des charges attachées, ou des grenades qu'on peut relâcher sur une zone, et les drones thermiques qui permettent de voir à très longue distance les individus, quoi. Et c'est là qu'on voit qu'on n'est pas préparé à ce genre de nouvelle guerre avec des drones. Ouais, effectivement, hein, parce que c'est vraiment. Je pense que si on demande à n'importe quel soldat, qu'est-ce qui est le pire dans cette guerre, eh ben, ils vont te dire c'est les drones. Les Tu drones l'entends arriver sont. des fois. On les entend pas des fois, et quand on les entend, c'est des fois un peu trop tard. C'est ça. Ça va très vite, et globalement, c'est très compliqué de les esquiver. Bon, c'est possible, mais voilà, il faut courir à 90 degrés, ou il faut arriver à trouver un, un moyen de cover, quoi, donc de se cacher. Et, euh, et même pour tirer dessus, pour avoir vu déjà des fois des mecs ou des camarades qui ont fait ça, c'est compliqué. Hein, même des tireurs de précision, une cible qui est volante aussi petite à longue distance, c'est compliqué de tirer dessus. Ça marche quelquefois, hein, c'est ce qui est préconisé maintenant. Si vous voyez un drone, bah, tirez dessus. Hein, mais globalement, c'est assez compliqué. Quoi. Moi, ce que j'ai vu, c'est qu'il y a des personnes qui utilisent des fusils de chasse pour tirer sur Ouais, le drone. ouais. C'est ça qui fait un peu référence au passé, entre guillemets, le fusil de chasse. Tout le monde en a vu. Ouais. Et c'est une guerre nouvelle.
on retrouve des armes entre guillemets classiques Ouais, pour ouais. abattre des drones qui Alors, sont c'est en vrai référence. on peut utiliser du calibre 12, alors, notamment avec des munitions de chasse, pour, tirer sur les drones. C'est vrai que c'est extrêmement efficace, mais globalement, c'est pas tout le monde qui peut s'en fournir en Ukraine. Pourtant, c'est une arme très simple, mais c'est compliqué de s'en fournir. Très compliqué de se fournir de munitions de calibre 12 aussi, parce qu'il y a énormément de législation en Ukraine par rapport à ça. Et voilà, c'est assez compliqué, mais c'est vrai que c'est extrêmement efficace, ouais, sur les drones. Donc c'est vrai que cette nouvelle guerre, elle peut faire peur aussi pour nous en tant que Français. On se pose des questions. On a eu pas des questions. On se dit, est-ce que ça va arriver jusqu'à nos portes? Est-ce que ça va stagner là-bas? Non, ça n'arrivera jamais, hein, jusqu'à la frontière française. Enfin, de ce que je pense, on n'arrivera jamais à la frontière française. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas impliqué, on ne peut pas être concerné en fait, parce que globalement, si on laisse en fait des pays, qu'importe que ce soit la Russie ou autre, hein, euh, envahir d'autres pays arbitrairement, pas sous des prétextes un petit peu fallacieux, bon, bah, en fait, si on n'agit pas, bah, la personne va continuer. Et quand elle va continuer, bah, elle va prendre la grosse tête. Et puis, au moindre conflit, bah, en fait, elle va dire, bah, de toute façon, il n'a pas réagi. Donc, de toute manière, j'en fous. C'est vrai que surtout la France, hein, on a un pays qui a réussi à démontrer, hein, dans son histoire que on aide, on aide les gens dans l'injustice. Bon, pas tout le temps, hein, des fois on n'a pas été correct, mais globalement on a aidé beaucoup de pays, hein, quand ils se faisaient maltraiter, on est arrivé quoi. Et comme ce que je voulais dire par rapport aussi à ça, c'est des nouvelles guerres. Mais c'est une guerre qui dure depuis quand même longtemps. Si on reprend Ouais, la base de ouais, l'Ukraine, ouais, ouais. au début, je pense que c'est une guerre un peu d'opposition, de tranchées, voilà, on maintient nos En fait, frontières. c'est que ouais, cette guerre, on a la fameuse opération de 3 jours, hein, comme disaient les Russes. En fait, c'était un très mauvais calcul stratégique. Et en fait, elle a démontré que la sacro-sainte Russie n'est pas si forte que ça que la propagande voulait nous laisser croire, et qu'en fait, elle était énormément en retard sur beaucoup de choses. Euh, et ça a mis en évidence en fait toutes les lacunes, hein, surtout au niveau logistique. On se rappelle bien, hein, de cet épisode, on voyait des kilomètres de véhicules russes, bah, en fait qui étaient en train de stagner puisqu'ils n'avaient plus de carburant du tout. Donc globalement, ouais, ils se sont très vite fait repousser. euh, Parce que les soldats ukrainiens ont été extrêmement efficaces, extrêmement courageux, et puis il y a eu un moment quand même aussi où il y a des gens qui sont rentrés dans le conflit aussi, des étrangers, qui sont venus aussi pour s'impliquer dedans. Et au début, oui, c'est vrai que ça a été très efficace, mais la guerre a commencé un petit peu à stagner des deux côtés, parce que pour des mauvaises décisions, hein, de chaque côté, des mauvaises décisions en termes stratégiques, des problèmes logistiques aussi, et puis même au niveau, comment dirais-je, du droit, quoi, on va dire, par exemple, l'aide internationale, là, certains pays refusaient que l'Ukraine utilise l'équipement qu'on lui a filé pour aller toucher directement les territoires en Russie, et uniquement toucher les Russes sur le territoire ukrainien. Et on a pu le voir, hein, récemment, que la Suède a évolué sur cet aspect il y a quelques jours, hein, qui a dit que maintenant l'Ukraine peut désormais utiliser sur le territoire russe, toucher des cibles en Russie. Mais ouais, c'est vrai que par exemple, c'est ce genre de choses, hein, qui a amené à l'Ukraine à stagner, quoi. Enfin, le conflit russo-ukrainien, quoi. C'est vrai que c'est des guerres qui sont principalement politiques aussi, qui sont assez compliquées à comprendre. Mm. On pourrait parler des heures de guerre, de tout ce qui se passe là-bas. Mais toi, qu'est-ce que tu as pu faire, entre guillemets, là-bas, bien sûr, sans rentrer en détail? Quelles étaient un peu tes missions en tant que Français dans la Légion ukrainienne? International, ouais. Alors c'est vrai que on avait différentes missions. Alors normalement des missions qui sont censées être non conventionnelles, donc hors de la mission de défense d'une tranchée. Donc ça pouvait passer de missions d'harcèlement, donc où on va s'infiltrer derrière les lignes ennemies, on va aller harceler des positions, ou comme des missions d'assaut sur des positions, on va dire, voilà, où les Ukrainiens n'iraient pas forcément. Mm. C'est à peu près ça en fait. Alors, normalement sur le papier c'est comme ça, mais pas forcément vrai. Des fois on se retrouve à faire des missions de type conventionnel, ce qui peut être un peu frustrant quoi. C'est sûr. Après, toi, en tant qu'ancien légionnaire français, je pense là-bas, tu as un atout. Tu as peut-être été amené à former les Ukrainiens, leur apprendre des choses aussi.
Alors, globalement, c'est vrai qu'on a suivi, pour le coup, on suit un bootcamp qui dure un mois. Et dans ce bootcamp, on a déjà des instructeurs qui sont eux, qui ont déjà servi sur plusieurs fronts, Barmouth par exemple. Donc ils nous apportent déjà beaucoup. Mais c'est vrai que dans ce bootcamp, on a des gens de tous horizons. On a des gens qui sont anciens forces spéciales aux États-Unis, d'anciens infanterie britannique. Et c'est vrai que du coup, on peut s'apporter chacun la petite pierre à l'édifice. Mm. Et on voit quand même par rapport à certains pays, certaines armées, il y a vraiment des écarts de niveau. C'est vrai qu'il y avait un autre légionnaire avec moi qui, on voyait vraiment qu'on était quand même un peu plus haut niveau que certaines armées où ils étaient vraiment plus en retard sur certains aspects, sur certaines techniques, par exemple le CQB. Donc le CQB, c'est du combat type euh, urbain. Donc, les bâtiments, Ouais, exactement. Donc, ce qui arrive de plus en plus dans les guerres actuelles, c'est ouais, ouais, dans ouais. les villes, les Donc, bâtiments, c'est des vrai choses que comme du ça. coup, ils étaient un peu plus en retard. Donc, moi, j'ai pas été amené moi-même comment dirais-je, à encadrer les mecs, à les entraîner. Mais oui, j'ai eu l'occasion de partager mes connaissances avec certains. Ceux qui étaient un peu plus en retard sur certains aspects, ben voilà, les prendre de côté et puis Mm. leur apprendre un peu plus. Mais même moi, des fois, recevoir une instruction plus complète par certains mecs qui sont plus expérimentés, notamment sur le médical. Voilà, quoi. Donc, il y a quand même un échange des Ouais, pratiques ouais, ouais, qui ouais. permet d'évoluer. Et même pour toi, personnellement, je pense que tu apprends beaucoup de choses sur le Ouais, terrain parce que exactement, ouais, sur plein de choses. c'est Ouais. des guerres où la France n'a jamais été engagée et Mm. ça a changé un peu des territoires africains où c'est Ouais, c'est deux vrai. types de guerres totalement différents. C'est très intéressant. Maintenant, on va parler un peu de la vie en Ukraine. Comment est-ce que toi, tu as vécu en Ukraine? Parce que du coup, je pense que tu es soldat, mais tu as pu avoir des moments aussi où tu étais un citoyen, entre guillemets, sur un Ouais, territoire c'est vrai ukrainien. qu'on est. Voilà, c'est un peu différent de la France où là on vit en garnison. Et ensuite, voilà, on est libre le week-end. Ouais, Mm. c'est vrai qu'on est un peu plus libre. On va dire, on vit même dans la ville. Et on peut sortir pour aller, je sais pas, moi, acheter à manger, même aller au KFC, hein, par exemple. Et certains moments, pour certains, bah voilà, avoir une copine. Mais voilà, travail, c'est travail. Et puis loisir, c'est loisir, quoi. Ouais, faut bien évidemment Donc, son- ouais, c'est vrai que la vie en Ukraine, elle est. Pour un occidental hein, qui vient d'un pays un peu plus économiquement développé, c'est vrai que c'est intéressant parce que du coup, le coût de la vie est beaucoup moins cher sur certains aspects, notamment et, euh, et les gens sont d'une autre, comment dirais-je, une autre culture, une autre façon de se comporter. C'est vrai que sont comment dirais-je, moins méditerranéens, on va dire, Oui. tu sais, très expressifs. Les Ukrainiens sont des gens qui sont très calmes, hein, globalement. On ne va pas voir des gens qui vont commencer à gueuler dans la rue ou commencer à parler extrêmement fort. C'est pas des gens qui vont se mettre à sourire niaisement pour rien. Donc ça peut choquer hein, pour certaines cultures, mais voilà, globalement, moi, j'ai bien aimé être avec la population ukrainienne. Ces gens qui sont très gentils en général. Ouais, je pense qu'il doit être comme accueillant d'avoir, entre guillemets, des étrangers qui viennent aider un peu leur pays. Je pense qu'il y a Ouais, des ouais, Ukrainiens ouais. qui doivent être au Il y a contraire ouais, il y a des gens satisfaits de ça. qui viennent nous dire ah, merci pour votre service, etc. Bon, moi, ça me met un peu mal à l'aise parce que bon, je n'ai pas fait grand chose en soi. Et puis, il y a des Ukrainiens qui font beaucoup plus depuis bien plus longtemps. Mais oui, globalement, il y a des gens qui viennent nous dire, et puis même avec certaines, par exemple, imaginons avec certaines femmes, bah voilà, quand on est à discuter avec une femme, elle va nous dire ah bah merci pour ce que tu fais, etc. Et tout, Donc oui, c'est vrai, hein, ils sont assez reconnaissants pour la plupart, ouais. Et si on revient un peu sur toi, est-ce que tu as eu des événements qui t'ont touché ou autre pendant l'Ukraine? Des blessures ou autre? Si j'ai déjà été blessé? Ouais, c'est une question. Oui, bah moi j'ai déjà été blessé, hein. J'étais sur une mission à la frontière avec la Russie. Et globalement, voilà, on était peut-être vers 23 heures, et puis euh, j'avais été appelé au premier étage où mes amis étaient en train de faire la guerre, mon camarade était en train de faire la guerre, parce qu'en fait, il y avait deux Russes qui étaient visiblement en train de déminer autour de notre bâtiment. Et il y a un Russe qui s'est fait péter, en fait, hein, Mm. qui, durant le déminage, s'est fait péter. Euh, donc je suis parti vérifier avec ma lunette thermale et bon, oui, il était chaud sur le sol. Et je pense que son binôme est parti pour commencer à s'exfiltrer de la zone. Mais en partant, bon, voilà, il a lancé un coup de lance-grenade de 40 mm et moi j'étais assez près de la fenêtre
mais heureusement, j'étais le dos tourné et la grenade a pété sur la bordure de la fenêtre et donc du coup, j'étais le seul qui a été touché. Donc en fait, j'ai senti une énorme brûlure sur ma nuque et à l'intérieur de mes cuisses. J'ai été projeté, on va dire, par l'explosion, hein, et du coup, bon, perte d'audition, parce que j'avais pas mis mes protections auditives pour pouvoir mieux entendre ce qui se passait autour de moi et parler avec mon camarade. Mais sur le moment, moi, j'ai été projeté, perte d'équilibre, voilà, je savais plus où j'étais, moi, je pensais même que j'étais mort. Mais au bout de quelques secondes, j'ai repris mes esprits, j'ai commencé à checker un petit peu, voir si j'avais du sang. Je parlais avec mon camarade, je lui dis bah là je suis hors combat, je vais aller rendre compte de ce qui s'est passé. Je suis descendu en bas, j'étais en train de tanguer dans tous les sens. J'arrive en bas et puis je vois que le leader, mon chef de groupe, vérifie ma nuque et il voit que bon voilà, je suis en train de pisser le sang. Donc voilà, il y a un Oxane, donc un médic qui a pris en charge, m'a fait un bandage, ils m'ont dit bon c'est du Shrapnel. Voilà, une petite blessure en surface. J'ai été évacué assez rapidement, hein, c'est surprenant, mais en 30 minutes, j'étais évacué. Donc, un Ukrainien en quad qui est venu, hein, c'était intéressant, avec des optiques de nuit, donc pas de lumière, juste optiques de nuit. Moi, j'ai mis mes optiques de nuit, je suis monté, et on est parti, mais on se faisait poursuivre par un drone à ce moment-là. Donc, c'était un petit peu l'adrénaline, hein, parce que je m'étais dit, putain, j'espère que je vais arriver au point d'extraction sans me faire péter par le drone. Et on a réussi à le semer. On a réussi à le semer, et j'ai été transféré à l'hôpital de Kharkiv. Et une fois à l'hôpital de Kharkiv, ils m'ont fait un scanner. Et puis, ouais, ils m'ont dit t'es un miraculé parce que bon, à 2 centimètres près, t'étais mort ou à l'aiguille. Et ouais, en fait, c'est un shrapnel qui est rentré, donc c'est un in and out. Il est rentré et sorti directement. Euh, et en fait, le shrapnel en fait, a ricoché sur mon casque. Donc, tout mon casque était complètement pété. Et en ricochant, il est rentré dans ma nuque et ressorti. Donc voilà. J'ai déjà été blessé. Ouais. Et je crois, pour l'anecdote, c'était le seul jour où tu portais pas ta croix et quelque chose comme ça. Exactement, ouais, exactement. Je t'avais déjà dit ça, ouais. Je suis assez croyant et c'est vrai que j'ai une croix que ma mère m'a offerte pour mes 21 ans, une croix en or. Et je la portais tous les jours et c'est le seul jour où j'avais cassé la chaîne et du coup j'ai dit bon bah je vais pas la porter, hein, j'ai jamais l'habitude quand je vais en mission. Et le seul jour où je la porte pas, je me fais toucher, donc ce qui fait que du coup ça me fait un peu. Tous ces superstitions comme ça, un peu Ouais, des bon croyances après ou autres, on mais y croit, on y croit pas, bon voilà, voilà, je pense qu'une fois qu'on est sur le terrain aussi, il y a des choses qui nous rattachent un peu à nos ouais, proches c'est aussi. vrai qu'il y a des fois où tu crois que tu dois mourir, donc bon, tu commences à communiquer un peu avec ce en quoi tu crois, et puis voilà, tu commences un petit peu à, comment dirais-je, voilà, préparer l'après-vie, quoi. Ouais, c'est ça. Après, t'avais comme déjà anticipé pas mal de choses quand t'étais parti là-bas. Tu partais en connaissance de cause aussi des risques, Ouais, et t'avais bah, je partais anticipé. du principe, ouais. Je pouvais mourir, quoi. On a fait juste une courte pause là, histoire de nous en servir à boire et puis on va continuer. Mhm. On parlait que t'étais parti du coup en connaissance de cause des risques que tu pouvais Ouais, avoir sur le terrain là-bas. c'est vrai que bon, j'étais pas con, hein, je me doutais bien que c'était pas Call of Duty ou c'était pas TikTok, hein, c'était pas genre je vais aller au front et puis il y aura After Dark en, en background et puis voilà, et si je me fais tirer dessus, tu respawn et c'est bon. Non, je savais bien que comment ça s'appelle, et ça pouvait être très dur et puis même face à certaines choses, face à l'artillerie, on fait pas de différence hein, entre un conscrit, un force spécial ou que sais-je. On est tous égaux face à l'artillerie, plus ou moins. Mais bon, je considérais que j'avais des connaissances qui me permettraient, on va dire, voilà, de peut-être survivre un peu plus longtemps. Et globalement, avant de partir, j'ai vraiment fait attention à choisir un bon groupe. Et Omega, c'était vraiment le meilleur choix à mes yeux, d'ailleurs qui s'ouvrait à moi pour aller au combat. Hein. C'est un peu l'opportunité de trouver un groupe et d'y rentrer aussi. Ouais, c'est très Parce que je pense compliqué. qu'il y a différents groupes, pas tous les mêmes idées des fois Et aussi, je c'est pense. très compliqué qui plus est de rentrer dans certains groupes comme ça, parce que souvent le parcours, on va dire un peu banal, c'est que le mec va s'intégrer la Légion, enfin l'International Légion, pas le bourg, et en fait ils vont rentrer dans des unités un petit peu rabiot, quoi, où les mecs sont en calache avec des camouflages pixels, et puis voilà, niveau équipement, c'est pas encore ça, et petit à petit, s'ils survivent, ils arrivent à monter dans certains trucs, et ils arrivent à rentrer dans des groupes. Moi, j'ai eu de la chance, je suis rentré directement dans un groupe à usage spécial, et c'est pas tout le monde hein, qui peut avoir cette chance-là, donc ouais, je l'ai saisi, et voilà, donc oui, je connaissais les risques, mais c'est vrai qu'une fois là-dedans,
t'en prends beaucoup plus conscience parce que tu sais pas tant que t'as pas entendu le premier tir, que t'as pas reçu la moindre artillerie. C'est vrai que quand t'es loin du front, voilà, t'es un peu confiant, mais une fois que t'es sur le terrain et tout, que tu vois les premiers morts, que tu vois les premiers blessés, que tu vois que bon, bah voilà, hein, c'est réel. Et puis, qui plus est, moi je me rappelle la première blessure. Là, je me suis rappelé, là, on se souvient qu'on n'est que de la chair, hein. La chair et du sang. Et on se souvient en fait qu'on n'est pas immortel, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui se sentent un peu voilà, intouchables, mais lorsqu'on se blesse une première fois, là, on se rend compte qu'en fait, on n'est qu'un homme, hein, et que globalement, tu te fais tirer dessus et c'est fini, quoi, hein. Tu t'es mort comme ça, et que tu sois Rambo ou je sais pas moi, vraiment engagé chiffon, bah, c'est pareil. Et puis même, je pense, ce qui peut faire peur aussi, c'est si tu meurs sur place, c'est qu'est-ce qu'on va faire de ton corps, quoi. Bah, Est-ce qu'il est globalement rapatrié? rien, globalement rien, C'est ça. parce qu'en fait, le suivi derrière, alors déjà, s'il n'y a pas de preuve que t'es mort, ils vont même pas dire que t'es mort, ils vont dire lost in action, genre il est perdu, quoi. On sait pas où il est. Non, on sait bien où il est mort. Pour ça que très souvent, moi j'ai vu ça, les Ukrainiens, ils prennent en vidéo le cadavre de leur Mm. pote pour ensuite bah, voilà, transmettre à la hiérarchie pour qu'il n'y ait pas de magouille après et qu'on dise bah, voilà, il est bien mort et pour qu'il puisse payer la famille. Mais globalement, il n'y a aucun étranger à qui ils ont donné l'argent. Hein. C'est que pour les Ukrainiens. Ils te disent que, mais non, c'est pas vrai. Ouais. Et pour récupérer le corps, ensuite, c'est la croix à la bannière. Je sais que moi j'ai un ami qui est mort récemment. Un Américain du même âge que moi. Hein. Et lui, bon, bah, voilà, il est mort à Tchaziviar avec un autre camarade. Et, euh, et j'ai un autre ami breton, hein, qui plus est d'ailleurs, qui est d'une autre équipe et qui, lui, il a été envoyé en mission pour aller récupérer son corps, parce qu'il était sur une position que les Russes ont prise. Mm. Et les Russes restent pas trop longtemps sur une position, en général, hein, ils viennent et ils partent. Et ils ont été envoyés en mission pour aller récupérer les corps. Et là, à l'heure actuelle, ils sont en train déjà de récolter des fonds pour faire renvoyer son corps aux États-Unis. Donc là, ils sont en train de vendre des t-shirts, etc., à son effigie. Donc ouais, Mm. c'est assez compliqué, hein, Et surtout pour la famille, pour faire un deuil aussi. Ouais, C'est plus ouais, simple ouais, ouais. d'accepter. Déjà, ça doit être compliqué pour la famille d'accepter. Parce que ton frère, un peu. Il y a des gens, moi j'ai des amis qui mentent hein, à leur famille. Hein. J'ai un ami, carrément à sa famille, ça fait plus d'un an qu'il est en train de dire à sa famille qu'il est en mission avec la Légion étrangère en Estonie pour justifier qu'il y avait de la neige et Mm. tout. Mais globalement, il y a des incohérences parce que il envoie des photos, il est pas en camouflage Centre-Europe comme le français. Nous, on était en Ranger Green, donc c'est un gris un peu. Ouais, Un grisâtre, vert un peu, voilà, kaki. Euh, et il se laisse pousser les cheveux et la barbe. Donc c'est un peu bizarre quand même. Hein. Puis on n'utilise pas des armes françaises, on Mm. utilise des CZ22 qui est des armes tchèques. Donc globalement, il y a des incohérences. Hein, mais ouais, il y en a qui, leur famille ne savent pas. Et moi, ma famille savait, j'ai préparé, j'ai dit. Euh, Tous n'étaient pas forcément d'accord avec mon engagement, mais bon, moi je fais ma vie pour moi. Et globalement, moi je savais ce qui m'attendait là-bas, mais j'aurais regretté toute ma vie de ne pas avoir saisi cette opportunité de servir, notamment dans un groupe comme Omega. J'aurais regretté toute ma vie et globalement, ça m'est déjà arrivé une fois de refuser une proposition qui était très très intéressante. Je l'ai refusée pour une femme. Hein. Et je le regrette énormément parce que ça aurait été une super expérience. Donc je me suis dit, je ne refais pas la même erreur. C'est ça. Maintenant, si j'ai une proposition, je la fais. On prend les risques, hein, parce que voilà, qui ose gagne, hein, comme la devise du premier climat, qui ose gagne. Euh, et il faut être audacieux des fois. Alors ça peut coûter la vie, il faut utiliser son cerveau aussi un petit peu des fois. Certains me diront qu'en décidant de l'en créer, je ne l'ai pas utilisé. Je peux l'entendre, Mm. mais globalement, voilà, ça n'a engagé que moi et je ne regrette pas du tout ce que j'ai fait. C'est vrai que c'est important, même dans la vie quotidienne, de saisir entre guillemets l'opportunité. Et souvent, ce qu'on voit chez plein de gens qui ont entre guillemets réussi, c'est qu'à un moment donné, ils ont eu une opportunité, ils l'ont saisie. Ça a marché Ouais, derrière pour c'est eux. ça. C'est ça. Et c'est vrai qu'en étant tiède, en étant toujours tiède, en étant toujours sur des positions un peu bon, on essaie de pas trop déborder, bah, on fait pas grand chose quoi. C'est ça. Alors après, on ne demande pas à tout le monde d'être casse-cou, de partir en Ukraine, de s'engager à la Légion étrangère, de faire, je sais pas moi, les forces spéciales ou que sais-je. On ne demande pas ça aux gens. Il faut que, voilà, il faut des gens qui ont une vie tranquille, ils sont très heureux comme ça, et il n'y a pas de souci avec ça. Et il y a des gens qui, bah voilà, ils prennent des décisions, ils font des choses qui sont
globalement vu comme un peu extrême, mais on se souvient de ces gens-là. On se souvient de ces gens-là, et puis des fois, ces gens-là, je n'irais pas prétendre que j'ai marqué l'histoire, loin de là, hein, j'ai rien fait du tout. Mais je parle pour ces gens-là, pour ces gens qui ont pris des risques, qui ont des fois font énormément avancer l'humanité dans ces prises de risques et dans des positions qu'ils ont prises, des fois à contre-courant de leur époque. C'est aussi de se sortir cette zone de confort aussi. Ouais, mais même dans la vie de tous les jours, hein, peut être dans le sport par exemple. Moi, je sais que moi, je suis pas très belliqueux, enfin, je n'étais pas très belliqueux, donc j'aimais pas trop l'idée de faire des sports de combat. Euh, Par rapport à ça, c'est un exemple, hein, je voulais pas trop, parce que voilà, ça fait mal, je prends des coups. Ouais, mais la réalité, c'est qu'en fait, c'est différent que t'es avec ta femme, tu te promènes dans la rue et que quelconque individu se promène et je sais pas, et commence à t'embrouiller et puis en vienne aux mains. Je veux pas être dans une situation où en fait bah, tu peux rien faire, mais tu subis la chose. Donc globalement, oui, moi je dis bah non, bah, va falloir prendre des coups, va falloir accepter, enfin voilà, c'est ça. Et ben, c'est comme ça dans la vie. Des fois, il faut s'engager, il faut faire des choses parce que la vie elle est dure. Et il y aura un moment où en fait bah, tu vas prendre des coups et si t'es pas préparé, et ben voilà. Alors après, je dis pas qu'il faut aller en Ukraine pour être préparé à la vie, hein, je dis pas ça. Mais je fais un parallèle sur ça, c'est que des fois, bah, il faut sortir sa zone de confort, comme tu dis, et il faut faire des décisions qui des fois peuvent être un peu extrêmes, mais qui sont, tant qu'elles sont bénéfiques sur le long terme, bah, c'est très On parle souvent de sortir sa zone de confort, ce qu'on peut voir dans les sports de combat aussi. Beaucoup de gens vont faire les sports de combat en prenant confiance en eux. bien. Et Ouais, par la suite, les choses vont un peu être mieux dans leur vie et ça c'est va vrai, découler autrement. exactement. Alors on va parler un peu de du coup, tu as fait l'Ukraine, ton retour un peu à cette réalité, puis ce retour en France. Tu été rentré il y a très peu en France, tu es Ouais, il y a arrivé une il y a semaine, une semaine. Ouais. Donc je pense que ça doit faire un peu un changement de passer. Ouais, c'est vrai qu'il y a un gros changement, il y a un gros décalage, mais on peut faire un parallèle avec certains militaires français, hein, quand ils reviennent, par exemple, voilà, du carré de Mali, et qui ont vu des choses un petit peu, bon, qui sortent du quotidien dans la société française. Quand ils arrivent, c'est vrai qu'il y a un gros décalage. On n'a pas les mêmes problématiques, on a des gens qui, voilà, ils vont se plaindre parce que, je sais pas, moi, ils n'ont pas eu, bon, je vais être un peu cliché, mais qu'ils n'ont pas eu le dernier iPhone ou machin, ceci, cela. Et en fait, tu vois là-bas des gens, des grands-mères qui sont en train de vendre des, je sais pas moi, des sortes de pots de fleurs avec une petite feuille plante en train de pousser, qui vendent tout ce qu'elle a pour essayer de survivre. Alors je dis pas qu'il n'y a pas de misère en France, hein, il y en a aussi, hein, mais globalement, là-bas c'est une misère totale et un gros décalage en fait entre, il y a des extrêmement riches et des très pauvres en Ukraine. Et tu vis sous les bombardements, tu vis, moi je me rappelle, j'étais à Kharkiv, tous les soirs, hein, des fois c'était tous les soirs, tu avais des bombardements, tu entendais les missiles qui arrivaient, on avait des shahids aussi, donc c'est des sortes de, voilà, de missiles, drones, je suis pas un spécialiste, hein, je ne saurais pas comment décrire ça, mais il y a une cible et ça va la chercher. Il fait un bruit scooter dans les airs, hein, je me rappelle, cette merde. Et globalement, je me rappelle une nuit, il y en a eu 15. Une 15 en l'espace de 30 minutes. Euh, donc si on vit en ça, on vit des alarmes, on vit des alarmes à la bombe, des alarmes à la bombe. Mais non, tu vis avec en fait, hein, tu fais ta vie, t'entends, tu dis bon bah c'est bon, c'est comme ça. Je me rappelle des fois, je fumais ma cigarette sur le balcon, tu voyais un immeuble là-bas, il vient de se faire péter à l'instant. Bon, bah c'est ça. Et c'est vrai qu'on arrive en France, c'est globalement c'est une vie qui est très différente. Après, je regrette pas, hein, je suis très content en France, c'est mon pays, je suis très heureux. Euh, et en même temps, moi je m'étais pas intéressé à l'actualité en France parce que bah, j'étais très focalisé sur ce qui se passait là-bas parce que voilà, c'est ma vie. Et arrivé en France, c'est vrai qu'on retrouve quand même les problématiques, ouais, quand même l'insécurité. C'est vrai qu'on a d'autres problématiques, on n'a pas de bombes, mais en fait, on a des bombes à retardement dans la société française. On voit des gens qui sont aux infos, on voit des gens qui se font planter, et même on les voit pas forcément aux infos parce qu'en fait, euh, j'ai l'impression, enfin, de mon impression, j'ai l'impression qu'on essaie même justement de pas montrer pour ne pas que les gens se rendent trop Alarmé, compte en fait dans quelle merde ils vivent. Et les gens savent, il n'y a pas besoin de trop d'infos pour savoir qu'en fait il y a des gros soucis, des soucis économiques. Mais ça, j'apprends rien, hein. Il y a des gens qui sont mieux en parler que moi, mais des soucis économiques, il y a des soucis sociaux et des soucis identitaires. Et en fait, que des gens se promènent dans la rue et bon,
on essaie de faire profil bas, on regarde ses chaussures, parce que bon, on sait pas avec qui on a devant nous, on n'a pas envie de s'embrouiller, parce que du coup, elle se prend des couteaux dans la jugulaire et ça finit en 10 secondes. Bon, bah voilà, c'est vrai que du coup, il y a vraiment cette transition entre l'Ukraine, où bon, voilà, je me suis habitué à cette vie, et voilà, à ces enjeux, et d'un coup, je reviens en France, c'est d'autres enjeux, c'est une autre vie plus tranquille, mais globalement, qui n'est pas si tranquille que ça. Non, c'est vrai, il y a beaucoup de choses qu'on voit qui sont pas relayées par les médias classiques, Mhm. qui des fois cachent un peu certaines choses ou veulent pas en parler, enfin ils contrôlent ce qu'ils disent bien Ouais, sûr. ouais, bien Mais sûr, on bien voit beaucoup sûr. de choses qui ressortent par des médias parallèles, des médias Ouais, qu'on suit sur les réseaux exactement. sociaux. Ouais. Et des fois ça fait peur aussi. Mm. Après il y a aussi les enjeux des JO qui arrivent aussi, donc là c'est Ouais, ouais, là, c'est vrai que d'autres c'est problématiques, on se pose beaucoup de questions. effectivement. Et puis même, voilà, moi, je vois passer certains trucs, des groupes politiques qui vont, je sais pas, moi, manifester, mais pour des choses qui sont littéralement mais futiles. Je sais pas, on va prendre des groupes, par exemple, des droits LGBTQ, trans, je sais pas trop quoi, euh, et qui vont faire des manifestations pour des problématiques de genre, je vais utiliser ce prénom-là, je vais utiliser les pronoms Yel, ou je... Ouais, enfin, c'est vrai que pour moi, c'est vrai que du coup, ça fait vraiment un gros décalage. En fait, il y a des gens qui sont en train de se poser, en Ukraine, qui se posent la question si est-ce que ce soir, en fait, ça va être mon tour de se prendre une bombe dans la gueule, et en fait, bah, voilà, quoi, bah, les voisins vont mourir, ou c'est moi et ma fille, ou ceci, cela. Est-ce que j'aurai assez d'argent pour finir le mois? Voilà. Il y en a ça aussi en France, hein, ce problème-là. Mais voilà. Et puis, on a des soucis en France de ah oui, mais moi, je veux qu'on m'appelle Yel, ou ceci. Ah, Il y a un décalage, il il y y a a un deux décalage univers, je total. dirais. Il y a un décalage total, vraiment. Et voilà, quoi, c'est vraiment, c'est surprenant, quoi. Faut s'habituer. Il faut réussir à, ouais, à revenir dans les clous, entre Ouais, ouais, guillemets, ouais, et ouais. se reposer. Après, c'était qu'une semaine que tu es rentré, donc c'est sûr, ça va être choquant un peu au début le changement. Bah, il est agréable sur le moment, mais Mm. voilà, au fur Oui, et à je pense. mesure, on relève certaines choses, Il y et a quand même ça. ce plaisir de retrouver ses proches, de retrouver Ah oui, c'est nos sûr, habitudes hein. françaises, de retrouver la C'est sûr. Bah, retrouver bah, gastronomie. eh oui, 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 le vin français, hein, parce que là-bas, bon, c'est pas leur spécialité le vin. Quoique, ils importent du vin géorgien qui est très bon, le vin rouge est tellement bon. Mais, ouais, retrouver une bonne bouteille de vin rouge, du fromage, c'est un peu cliché, hein, c'est cliché français, Charcuterie, de choses. charcuterie, ouais, la bonne baguette sortie du boulanger. C'est vrai que c'est un gros kiff. On réapprend, c'est ce que j'aime bien dans l'armée, c'est qu'on apprend à aimer les petites choses. Euh, Moi, je me rappelle même dans la Légion étrangère, hein, quand on revient d'un terrain un peu qui était un peu trop long, quoi. Mm. On revient et puis on va en ville, on va entre légionnaires, on va se boire une bière dans un bar. Et puis, Juste un plaisir ah simple, mais ouais, ouais, c'est un qui n'a pas de plaisir prix au final. simple déjà. Rien que ne serait-ce que bon, t'es tranquille, y a personne, voilà, pour te casser les couilles, t'es vraiment euh, à disposition de toi-même. Mm. Une espace de 48 heures, ça fait toujours extrêmement plaisir. Et c'est vrai que je retrouve un petit peu ce plaisir-là en revenant d'Ukraine. Et par la suite, des projets sûrement en France aussi. Ouais, 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 j'ai des projets. Alors, c'est vrai que du coup, l'Ukraine m'a ouvert pas mal de portes, notamment dans le métier de la sécurité internationale. Donc, pour rester un peu vague, oui, voilà, on m'a proposé déjà pour fin d'année ou même ailleurs des jobs garde du corps armé, par exemple. Après, à voir, hein, on ne sait pas, hein, peut-être oui, peut-être non. Après, c'est vrai que moi, j'aimerais bien me réengager dans l'armée, si c'est possible. Je sais que c'est pas forcément facile hein, avec le passif d'Ukraine, le Mm. passif Légion étrangère, avec le fait que mon contrat il a été coupé. C'est vrai que déjà, ça peut être un frein. Et le fait d'avoir servi en Ukraine, et notamment pas non plus dans n'importe quelle unité, parce que j'étais dans la branche renseignement, enfin intelligence militaire d'Ukraine. Donc globalement, c'est les renseignements. Et j'étais dans un groupe d'assaut de la branche renseignement. Donc en général, quand on travaille pour un service de renseignement étranger, c'est vrai que ça peut être compliqué. Voilà, mais tout comme ça peut être compliqué pour certaines personnes en France qui veulent se mettre dans l'armée et qui ont été dans des groupes politiques. Dans ma tête, là, je suis en train de penser à ça. Je connais quelqu'un qui, lui, ça a été compliqué pour lui de s'engager parce qu'il avait été dans l'Action française, donc c'est un groupe politique
royaliste. Bon, dans sa jeunesse, et qui du coup, après, voilà, il avait voulu s'engager dans l'armée. Ça a été un peu compliqué. Ensuite, il y a eu des complications. Bon, au final, il voulait choisir certains régiments, ou même certaines unités. Ouais, ça va être compliqué, parce qu'il y a des accréditations. Et globalement, voilà, pas trop, mais je pense pour les forces spéciales, ça peut être quand même assez compliqué. Après, voilà, on verra si ça peut se faire. Ça se fait pas, c'est pas grave, j'ai toujours des opportunités, on rebondit. Mais ouais, ça me plairait. Ça me plairait énormément. Et puis surtout, voilà, moi je considère que j'ai beaucoup. Je peux apporter pas mal à une unité, hein, parce que, étant donné l'expérience que j'ai acquise là-bas, c'est vrai qu'on n'a pas forcément. En France, notamment le combat en tranchée, la notion de drone, voilà, qu'il faut intégrer au combat maintenant. Et puis surtout, je pense que les prochains conflits vont forcément avoir la notion de drone qui va être intégrée, quoi. Même ne serait-ce que pour des unités, moi ça me surprendrait absolument pas qu'on ait des terroristes au Sahel, par exemple, hein, qui vont se mettre à utiliser les drones. D'autant plus que maintenant, ils sont encadrés. Aussi, le prix est devenu accessible des drones, on voit Ouais, ça. très accessible. Et surtout, maintenant, il y a l'utilisation. Il y a l'encadrement des Russes, hein, de Wagner qui est présent au Sahel. Ça ne me surprendrait absolument pas qu'il leur donne une formation. Comment utiliser les drones, comment rajouter une charge à un drone, le piloter et puis ensuite toucher des zones de militaires français, par exemple, quoi. Donc après, pour toi, je pense que tu vas aussi reprendre le sport, parce que tu étais quelqu'un de très sportif en France. Je pense qu'en Ukraine, ça a été peut-être un peu plus compliqué de s'entraîner au niveau du sport. T'as réussi, je pense, comme à t'entraîner, mais je Ouais, pense que les conditions sont pas les on mêmes. avait quelques moments, ouais, pour s'entraîner à la salle, alors surtout dans mon unité où vraiment le sport c'était une qualité essentielle, au point où en fait on a des sélections. Il y a très peu de groupes qui ont des sélections sportives, nous on en avait. Bon, elles sont assez basiques, hein. Il fallait faire en moins, je crois, de 23 minutes, il fallait courir 3 km. Directement après, il fallait faire plus de 8 tractions. Ensuite, il fallait faire plus de 50 pompes. Ensuite, il fallait faire 60 abdominaux. Donc ouais, c'est quelque chose qui est tout à fait faisable. Mais pour un militaire en zone de combat, ça l'est pas forcément. Parce qu'on n'a pas les capacités de se nourrir comme on veut, de se reposer comme on veut, on peut pas s'entraîner comme on veut. Donc ouais, on demande un niveau de base. Ouais. Mais je m'entraînais. Et après, forcément, quand on est sur le terrain, quand on porte plus de 40 kilos d'équipement sur soi, moi, pour mon cas, j'avais une Minimi S62, ou une Maximi, avec tous les munitions qu'on porte, l'équipement, bon, c'est assez lourd, il faut courir, hein, parce que si tu cours pas, bah, tu vas mourir. Donc ouais, ça va. J'ai quand même gardé une certaine, comment ça s'appelle, Capacité physique, ouais, ça, ouais, un ça. certain niveau sportif, mais c'est vrai que c'est un bon plaisir de pouvoir me remettre au sport en France tranquillement. Ouais. Des vraies séances cadrées avec une Ouais, bonne diète. exactement. Et c'est quoi en sport? C'est principalement en musculation que tu faisais? C'est ça. Ouais, Un peu bah, de sport on de essaye combat un petit aussi. peu. Il faut être complet. C'est-à-dire qu'en fait, il faut faire de la musculation, il faut faire du cardio aussi. Parce que moi, j'en ai vu, hein, des mecs qui sont extrêmement voilà, tout costauds, ils te font des 150 kg développé couché, super, nickel. Hein. Par contre, pour porter un mec, ton 150 au développé couché, il ne va pas servir à grand-chose. Et pour avoir été en mission avec un gars comme ça, le gars est en train de traîner du cul. On est en open field, donc voilà, des drones qui sont partout, et le mec, mon grand-père courirait plus vite, quoi. Donc en fait, le gars met sa vie en danger, met la vie des autres en danger. Donc après avoir vu ça, c'est vrai qu'il y a vraiment la dominante cardio, surtout pour un militaire, même pour niveau santé, hein, c'est très important pour le cardio, mais pour un militaire, pour un soldat ou quelqu'un qui est dans le milieu de la sécurité opérationnelle, le cardio c'est très important, c'est très bien d'être une masse de muscles, mais si en fait tu ne peux pas courir sur 50 mètres et tu te prends une vitesse par n'importe quel pegno, t'es comme un con. Donc il y a ça, et puis il y a les sports de combat comme on en avait parlé un peu plus tôt. Pour la confiance en soi c'est très important, et puis même au niveau quand tu es un homme et globalement tu es un mec voilà, qui a des principes moraux, et bon, il faut savoir se défendre. Parce qu'en fait, tu vois, comme je reviens là-dessus, c'est que si t'as ta copine, ou même toi-même, hein, ta propre vie, elle est en danger parce que t'as n'importe quel mec qui commence à t'embrouiller, t'es pas capable de tenir une patate et t'es pas capable d'en rendre une, bah, en fait, c'est pas que t'es quelqu'un qui est, comment dirais-je, t'es pas quelqu'un qui est pour la paix, en fait, t'es juste une victime. T'es une victime. C'est pas que t'es non violent, c'est pas que t'es quelqu'un. Non, t'es une victime. Juste, tu subis les choses et tu peux pas faire autrement.
C'est juste ça. Un homme de paix, il sait être violent. Oh là, la violence, ça arrête la Voilà. violence, ce que disent certaines C'est personnes aussi. voilà, comme il y a une phrase, voilà, une devise en latin qui est si bis pacem parabellum, qui veut la paix, prépare la guerre. Voilà. Et donc c'est bon, on peut l'entendre comme on veut, mais pour moi, c'est une phrase qui est importante, c'est-à-dire que si tu veux être en mesure de pouvoir avoir la paix, il faut savoir en fait te défendre à main nue, il faut savoir te défendre au couteau, bon, c'est pas obligé, mais tu peux apprendre. Il faut savoir te défendre avec des armes, voilà, parce que la paix, elle n'est pas garantie en France. Il n'y a rien qui est garanti. Elle a été garantie pendant des années, mais vu comment les choses se déroulent désormais, c'est vrai que c'est intéressant de savoir utiliser une arme parce qu'on n'est pas à l'abri d'un conflit de grande échelle et on va être comme en Ukraine et allez, c'est bon, on va prendre un civil, on dit bah tiens, le FAMAS, bon, le FAMAS, mais globalement, je pense que ça va être comme ça. Famas dans les mains, allez, c'est parti, on y va. Ouais, mais sauf que le mec, il commence déjà à stresser pour laisser ses chaussures, ou il sait pas, il est de quel genre, ou il sait pas si moi je suis hélicoptère de combat aujourd'hui, ou si je suis un phoque australien. Bon, bah, il est un peu dans la merde, quoi. D'où l'importance de se préparer dans le sport. C'est important d'être polyvalent, de faire un peu tout, d'essayer à tout. Après, on peut pas tous aimer les sports de combat, mais il y a quand même des bases Ouais, à et puis après, on avoir. n'est pas obligé de tout faire. Il faut tout. Je dis pas que tout le monde doit être Benoît Saint-Denis. Déjà, n'est pas Benoît Saint-Denis qui veut, mais je veux dire, c'est pas tout le monde non plus qui est censé faire le Ironman, c'est pas tout le monde qui est censé. Mais je parle d'avoir un niveau de base. Avoir un niveau du base, d'avoir une hygiène de vie Et aussi voilà, correcte, hein, c'est exactement, des parce choses que classiques. c'est même ne serait-ce qu'avoir une hygiène de vie, c'est important parce que c'est aussi une raison, on va dire que c'est une conscience collective, c'est qu'en fait, quelqu'un qui est en obésité morbide va coûter super cher ensuite à la Sécu parce qu'il va être sous traitement, Mm. il va devoir être hospitalisé par des pathologies qui sont des effets secondaires de l'obésité morbide. Je prends cet exemple-là, ou le mec qui va se droguer à fond. Voilà, quoi, il faut avoir un minimum d'hygiène de vie parce qu'en fait, c'est une conscience collective. C'est sûr. Donc on est plutôt pas mal pour le podcast, là, pour ce premier épisode. Une dernière question, est-ce que tu aurais des citations à donner, par exemple, pour ce podcast, et éventuellement un conseil de livre ou de film, des choses qui sont propres à toi? En citation, tu en as déjà donné une par rapport à la Légion, c'était Marche ou crève. Ouais, ouais, Marche C'est ou crève, simple. c'est vrai que Marche ou crève, c'est un peu, comme je vois, on fait venir un peu ce qu'on a dit tout à l'heure, Mhm. ouais, c'est une phrase qui guide un petit peu voilà, ma vie. Et comme livre, c'est vrai que moi, il y a un livre que j'avais bien aimé, c'était, le titre est un peu drôle, c'est Sexe contre énergie de Frédéric Delavier. C'est un livre que j'ai lu il y a quelques années, qui est très intéressant. Alors le titre est trompeur parce qu'on pourrait croire que c'est quelque chose un petit peu con, mais en fait non, c'est vrai que c'est un peu l'histoire, euh, l'évolution anthropologique de l'humain et comment en fait l'humain fonctionne. Et c'est vrai qu'on est sur lui, dès le de Lavier, il explique que vraiment il y a la calorie, l'énergie, et que vraiment il y a cet échange qui a globalement façonné l'histoire du monde entre les hommes et les femmes, entre les hommes et les hommes, entre les États et les États, et que c'est cette quête de la calorie et de la gestion de la calorie qui a vraiment qui façonne le monde, et que du coup, par le biais de cet aspect calorique, de l'énergie, on arrive à comprendre les comportements qui nous animent et on reconnaît notre animalité, voilà, parce que l'homme n'est pas qu'un homme, il est aussi un animal, et c'est du coup en prenant conscience de notre animalité que on s'élève vers quelque chose de supérieur. Et c'est vrai que ce livre m'a vraiment marqué. Et globalement, des fois, dans la vie, ça permet de résoudre pas mal de problèmes. Et pour certaines personnes qui sont un peu déçues des relations hommes-femmes, ça peut être intéressant de lire ce livre. Ça permet de se réconcilier avec le sexe opposé Mhm. et de se réconcilier avec soi-même et arriver à comprendre pourquoi les gens ont des comportements comme ceci et pourquoi moi j'ai des comportements comme cela, pourquoi j'ai des désirs comme ceci ou cela. Donc voilà. C'est un livre assez simple, je pense, mais qui au Ouais, il est final très peut simple. répondre à pas mal de questions qu'on Ouais, peut se poser. il Et peut être intéressant à intéressant. lire. Je veux bien que tu redonnes le titre qu'on Donc c'est puisse. Sexe contre énergie de Frédéric Delavier. Et je mettrai le lien sûrement en description pour le retrouver facilement. Donc on va bientôt arrêter là. Je pense qu'on a fait comme une bonne heure de podcast. Donc je te remercie Yann d'avoir pris le temps de répondre à ces questions.
Et peut-être que s'il y a des besoins, si les personnes veulent une deuxième partie, on pourra la tourner plus tard avec Ouais, bien d'autres sûr, sujets où on a le temps. en rajoutant un peu plus de détails, parce que c'est vrai que j'ai été un peu évasif, un petit peu flou sur pas mal de choses, mais si voilà, on va Fort creuser, et questionnement. puis même pourquoi pas, j'ai un ami breton qui vient de pas très loin, pas très loin de chez moi, qui lui va revenir bientôt, et ça pourrait être l'occasion De faire à deux, de pourquoi faire à pas. deux, et puis du coup d'avoir les deux, les deux, comment ça s'appelle, les deux profils, et puis lui il a été en Ukraine, donc c'était très intéressant. Bah, merci pour tout. En te souhaitant quand même le tout aille mieux par la suite et Ouais, pas de que souci, merci. tout se passe bien.